m'entendez bien? Oui. C'est pas pour être entendu, c'est pour enregistrer pour la caméra. Oui, mais quand même pour être entendu. Alors, donc, sur la question générale de la répartition des ressources et de la répartition du pouvoir, et ça va ensemble, il y a, donc vous avez fait des projets qui sont intéressants, mais il y a aussi des choses qui échappent à ça, il ne faudrait pas que ce soit le cas. Je veux dire qu'on a besoin, pour bien vivre ensemble, d'avoir de la transparence, de la loyauté et des gens qui soient dans l'ensemble un peu plus instruits et réfléchis que ce que sont les électeurs moyens. Donc il faudrait développer ces choses-là, parce qu'en particulier, on a parlé on va dire de la sécurité sociale et du logement. Donc c'est deux problèmes sur lesquels je me suis beaucoup penché, puis ça continue d'ailleurs. On a, je veux dire, des évasions de ressources absolument éhontées, puisque vous savez que la sécurité sociale a été mise sur les marchés financiers, c'est-à-dire sur les fonds spéculatifs, depuis l'ordonnance Chirac-Juppé 96-50. Alors avec ça, on paye des intérêts à tous les gredins de la finance. Alors, il y a aussi sur le secteur logement, il y a une catégorie qui s'appelle les intermédiaires de l'immobilier qui ont trouvé moyen, entre 1999 et 2009, d'augmenter leurs bénéfices de 90% pendant que le PIB montait de 14%. Et ces gens-là, ils sont absolument intouchables. C'est des lobbies qui sont coquinés avec l'UMP, etc. Et ils jouissent aussi de l'immunité judiciaire de fait. Alors, donc, cette société, c'est une mascarade. Et moi, donc, il faudrait que les citoyens, au lieu de toujours subir de haut en bas, ils se mettent à demander des comptes, comme on dit dans la déclaration de 1789, l'article 15, et commencer par demander des... Questions aux intervenants. Ils sont là pour répondre. Alors, demander des comptes aux candidats aux élections présidentielles. C'est-à-dire que moi, je voudrais que... Je suis en train de préparer un projet de pétition là-dessus. J'ai fait un billet sur Mediapart où j'ai un blog, où transparence en temps réel des campagnes présidentielles et de toutes les campagnes électorales, et aussi transparence a posteriori et en temps réel de tout l'argent prétendu public, en particulier la CARPA des avocats où ils font du blanchiment à tour de bras, et puis la sécurité sociale, parce que il faudrait qu'on ait de la transparence là-dessus, parce qu'à partir du moment où on dit que quelque chose est un service public, ça veut dire que c'est des gens qui doivent vivre bien ensemble de la bonne manière. À ce moment-là, il faut que ces gens soient capables d'apprécier non seulement l'argent qu'on a récolté, mais qu'est-ce qu'on en fait après, et qu'ils soient consentants, parce que sinon, on ne peut pas avoir un consentement à l'impôt si on ne sait pas ce qu'on en fait. Voilà. Merci. Et donc je rappelle qu'il y aura une table ronde démocratie samedi prochain qui va parler de transparence et de consentement, etc. Une autre question peut-être ? Oui, une question relative à l'articulation de la présentation même de ce que tu nous proposes du revenu citoyen. Et à t'entendre, tu nous as développé toute la mécanique vraiment chiffrée. Et au fond, je me demande s'il ne faut pas la présenter, compte tenu de ce que nous avons entendu dans la première partie, exactement en prenant la dernière chose que tu as dit, qui me paraît probablement le plus important, que tu as dit trop bas à mon avis, c'est que ce que nous constatons, c'est que le travail échappe de plus en plus à la richesse. La richesse s'en va, et notamment par l'automatisation, et donc les machines échappent comment dire, les machines devraient être soumises et se substituer aux cotisations sociales. Et donc, il s'agit, dans ce montage de revenus citoyens, sans doute, de dire qu'il s'agit d'intégrer dans la masse redistribuée les richesses produites par les machines qui se sont substituées aux hommes. C'est quand même de ça qu'il faut partir, en fait. Voilà, je voulais dire ça. Alors, deuxième point, ça me paraît important de partir de ça pour déterminer ça. Deuxième point, effectivement, il y a quand même une question de la nature, de l'utilité sociale de chacun au sein de la société qu'il faut quand même pouvoir, sur lequel il faut pouvoir réfléchir. Et j'ai une dernière question technique que je t'ai déjà posée, mais j'aimerais juste que tu puisses la redire pour que tout le monde l'entende. C'est dans cette idée-là qui est pour l'instant sur un territoire hexagonal,
ou même européen, quid justement de celui qui arrive sur le territoire français? Qu'en est-il de celui qui a droit à ce revenu citoyen? Alors, j'ai pas tout dit, tout dit sur la fiscalité, notamment sur taxer les machines, etc. Il y a plusieurs manières de le faire, qui pourraient être des taxes sur l'énergie. Nous, on est plutôt favorable aussi à mettre des taxes de type taxe carbone, etc., qui peuvent contribuer à ça. On est assez pour revisiter aussi l'impôt sur les sociétés. Là, j'en parle pas parce que c'est pas l'objet, mais ça fait partie de ça. Et l'impôt sur les sociétés. Enfin, je réfléchissais tout à l'heure, je sais plus qui citait. Non, c'est toi qui citais l'entreprise qui avait fait, je ne sais plus, 3,7 millions avec un salarié. Et quand j'entends ça, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner en termes de fiscalité? C'est-à-dire, tu vois, dans cet exemple un peu extrême d'un gars qui fait vraiment beaucoup de chiffre d'affaires pour lui tout seul et de bénéfices pour lui tout seul, est-ce que notre modèle fiscal va lui en reprendre une bonne partie? Et il me semble que oui. Il me semble que oui, parce que ce gars-là, alors il a le choix. Soit il dit, il a fait 3,7 millions de chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, il se verse un salaire de, je sais pas, 2 millions, etc. Et dans ce cas-là, les taux d'IGR qui sont progressifs vont monter, on va lui en repiquer une énorme partie. Soit il ne se les reverse pas, ça reste en bénéfice d'entreprise, et dans ce cas-là, il sera taxé assez fortement sur le bénéfice d'entreprise. Donc tu vois, il y a quand même des mécanismes, c'est un peu sous-jacent, c'est-à-dire les machines remplacent les hommes, mais tant que tu as aussi une imposition sur les sociétés, on peut récupérer une partie de ça. La logique, qui serait bon que ce soit mis en avant. Voilà. Là, l'utilité sociale de chacun, oui, je suis d'accord. Et je reviens aussi sur la notion du consentement à l'impôt, ce qui est un vrai problème au jour d'aujourd'hui. Il me semble que consentir à l'impôt, si cet impôt sert entre autres à reverser à tout le monde un revenu citoyen, c'est peut-être plus facile que de consentir à l'impôt si, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, on ne sait pas ce que deviennent nos impôts. D'accord. Et alors après, sur la question plus sensible du périmètre du revenu citoyen par rapport au mouvement entrée-sortie du territoire. Entrée-sortie du territoire. Et des Français vivant à l'étranger aussi. Et des Français vivant à l'étranger, mais voilà, ça revient à entrée-sortie du territoire. Alors évidemment, vous imaginez bien qu'on s'est posé plusieurs fois la question, on y a beaucoup réfléchi. Et en fait, pour y répondre, il faut revenir aux fondamentaux du revenu citoyen. Si on donne un revenu citoyen, c'est parce qu'on accepte l'idée que toute personne, quelle qu'elle soit, et même le pire des geeks, qui sort pas de sa chambre et qui fait ça, quelque part contribue à ça. Enfin, j'ai en tête, je sais pas, il n'y a pas un YouTuber là qui est que dans sa chambre. Je sais pas. L'autre jour, je regardais un reportage, le gars, il est que dans sa chambre, mais ce gars-là, je sais pas, il occupe. Tu connais mon fils. Peut-être qu'il connaît qui est ça, et il fait des vidéos, il fait des trucs, etc. Donc voilà, Donc il y a, alors oui, je sais plus pourquoi je suis revenu à ça, mais entrée-sortie du territoire, c'est forcément une question. C'est-à-dire concrètement, si je retrouve le fil. Si on donne le revenu citoyen, c'est qu'on considère que chaque personne contribue à la vie sociale, qu'elle ait un emploi ou qu'elle n'ait pas d'emploi. Quelqu'un qui s'occupe qui est père ou mère au foyer, qui fait que s'occuper de ses enfants, il contribue à la vie sociale. Si je m'occupe de parents âgés, je crois que c'est un exemple qui a déjà été pris, je contribue à la vie sociale. C'est indépendant du fait que ça. Donc si on donne un revenu citoyen, c'est parce qu'on considère que chacun, même sans emploi, contribue à la vie sociale. Et une fois qu'on a dit ça, c'est évident que, quelle que soit la nationalité, c'est vrai. C'est-à-dire, je suis de nationalité X ou de nationalité Y, à partir du moment où j'habite à Paris et j'ai des enfants à l'école, etc., je contribue à la vie sociale. Donc, logiquement, le revenu citoyen n'a aucune raison d'être lié à la nationalité. Il pourrait être lié à ce qu'on pourrait appeler la citoyenneté. Alors là, on a un problème parce que la citoyenneté, on ne sait pas bien la définir et on ne sait pas bien. La logique serait de dire le revenu citoyen est logiquement dû à toute personne qui, sur notre territoire national, participe à la vie sociale.
Donc, une fois qu'on a dit ça, on se dit, bon, ça va être compliqué, mais on peut regarder, enfin, c'est pas nouveau qu'il y a des gens qui rentrent sur le territoire, et c'est pas nouveau qu'on a des aides sociales et des prestations sociales. Donc, on peut déjà regarder comment on gère soit le RSA, soit, et nous, ce qu'on a plutôt regardé, c'est les droits à la Sécu. Les droits à la Sécu, vous savez que les étrangers ont droit à la Sécu, avec un certain nombre de conditions qui leur permettent de commencer à avoir droit à la Sécu, et vice-versa, quand tu quittes le territoire, et y compris en étant français, tu es censé dire à la Sécu que tu quittes le territoire, et là, je crois qu'il y a, si c'est moins de 3 mois, il n'y a rien à faire. Si tu pars pour plus de 3 mois, tu as suspension des droits de sécurité sociale. Donc on est plutôt là dans une réflexion de ce type-là, de dire le revenu citoyen se mettrait en place, alors bien sûr pour tous les natifs français à la naissance, hein, c'est à un moment où on va déclarer la naissance qu'on déclenche le versement du revenu citoyen, et pour les entrants sur le territoire, à partir du moment, comme aujourd'hui, où vous arrivez à avoir une situation, on va dire, régulière ou reconnue, soit en tant que réfugiés, soit en tant qu'officiellement carte de séjour, etc., eh bien, ils ont droit au revenu citoyen. Et si quelqu'un repart à l'étranger, il faut trouver le mécanisme qui permet de suspendre le revenu citoyen et qui est réactivé au retour. Ça, sur le papier, ça paraît assez simple. Dans la réalité, c'est peut-être un peu compliqué, mais je pense que voilà, c'est là-dessus qu'il faut chercher. À propos de la semaine de 4 jours et de la régulation du temps de travail, etc. Oui, effectivement, avant, on a travaillé tous les jours, et puis après, du lundi au samedi, et après du lundi au vendredi. Mais aujourd'hui, quand même, on assiste à une espèce de désorganisation des rythmes de travail. Alors, il y a encore un certain nombre de personnes qui travaillent du lundi matin au vendredi soir, mais il y a aussi pas mal de personnes qui travaillent avec des emplois du temps extrêmement variables, parfois du matin, parfois de l'après-midi, parfois le week-end, parfois en semaine, parfois savent leur emploi du temps longtemps à l'avance, parce que ce sont des emplois du temps irréguliers, mais qui reviennent sur des roulements de 6 semaines, mais qui parfois ne savent leur emploi du temps dans d'autres entreprises, enfin que d'une semaine sur l'autre. Donc la semaine de 4 jours, je me demande si c'est encore bien d'actualité. Enfin voilà, c'était une petite question. Vous avez... alors oui, j'étais étonnée, mais vraiment étonnée d'entendre de nouveau réduction du temps de travail. Je crois qu'il faut absolument trouver autre chose. On a parlé de culture, on peut parler d'imaginaire aussi. Enfin, je pense que la réduction du temps de travail, le passage aux 35 heures, enfin, ça s'est pas si bien passé que ça. Aussi parce que l'objectif de la création d'emplois a été un peu évacué, et même dans ce terme-là de réduction du temps de travail. Alors on dit oui, c'est ceux qui ne sont pas contents qui se plaignent, mais ceux qui peuvent en être contents, ils ne vont pas se réjouir à voix haute. Enfin, ils ont des bénéfices que d'autres n'ont pas, parce que voilà, la réduction du temps de travail, ça a accentué la pénibilité de leur travail, et que d'autres ont encore moins, parce qu'ils sont toujours au chômage et que ça n'a pas créé d'emploi. Enfin bon, je crois qu'il faut vraiment trouver autre chose. Alors partage, redistribution, j'en sais rien, mais il faut vraiment trouver autre chose. J'étais surprise d'entendre ça réapparaître là. Et une remarque à propos de la flexibilité du travail. Alors, réduction du temps de travail, alors ce serait bien parce que on pourrait avoir une espèce de congé par le temps, partir une année sabbatique, prendre une année sabbatique, s'occuper d'un enfant, s'occuper d'un parent âgé. Ça, c'est la flexibilité choisie par le salarié. Mais on n'a pas envisagé la flexibilité choisie, enfin décidée, imposée par l'employeur. Là, il y a du travail, toi tu viens, là, il n'y en a pas, tu restes chez toi. S'il y en a, reviens, etc. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et puis, j'avais encore
question à poser, alors plus par rapport à ce qu'on a entendu à la fin. Donc, comment est-ce que vous imaginez en pratique le passage d'un système à l'autre? Parce que c'est quand même une espèce de révolution. Alors, est-ce qu'on imagine un passage progressif ou est-ce qu'on imagine un passage radical du jour au lendemain? Enfin voilà, moi c'est le comment qui m'intéresse. Il y avait des organisations, Quelques réponses déjà des organisations des rythmes de travail, hein, le fait qu'on n'est plus dans la situation où le rythme de travail est très organisé chaque semaine, etc. Et aujourd'hui, pour prendre le vendredi, comment on fait dans ce contexte-là? Qui veut répondre? Oui, enfin, on peut dire tout simplement que là, il faut voir au niveau le plus proche de l'entreprise. Donc, il y a une dimension qui ne peut être que négociée à l'échelle d'une entreprise, ou en tous les cas à l'échelle d'un collectif de travailleurs. Ça semble évident, puisque certains auront effectivement jamais leur vendredi, ce sera un mardi après-midi, 2 fois tous les 15 jours, enfin, il y a autant de modalités possibles. Donc, certes, l'image 4 jours a peut-être un peu vieilli, mais bon, c'est la loi du genre. Si on veut avoir un slogan qui entraîne les foules, on commence par faire le slogan, puis après, on donne des précisions, hein. Oui, oui, ça, d'accord. Alors, sur les RTT, d'accord. On va... Guy, juste, oui. Tu dis négociation à l'échelle de l'entreprise, mais on sait bien qu'actuellement, dans les entreprises, pour négocier, c'est en général à la baisse. Donc, à quoi tu réponds à ça? Bon, je réponds que ce qu'on est en train de faire dans cette assemblée très calme, très posée et très calme, c'est que nous sommes en train de préparer des combats, quoi. C'est-à-dire que, tranquillement, il va falloir se battre. Un jour ou l'autre, il faudra ressortir les manches de pioche et puis y aller. Enfin, j'exagère, mais... Divergence tactique. Oui, voilà. Bon, clairement, enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, un ancien Premier ministre a parlé de la situation française comme étant d'une situation révolutionnaire. Et il a dit encore il n'y a pas longtemps, si on continue comme ça, c'est les guerres civiles au sujet des immigrés. Donc on prépare des combats. Et puis, dernière chose, pour réagir sur vos propos, qu'est-ce que je veux dire? Oui, juste sur l'histoire de la transition, il faut prévoir ça sur un septennat, quoi, hein, ou sur un quinquennat, je veux dire, pardon. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que ce soit porté par un projet, par un parti politique qui dit, voilà, nous, on va aux élections avec ce projet-là, sachant qu'on a 3, 4, 5 ans devant nous pour mettre le système en place. Hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça, en fait, on ne se bat pas pour demain, hein, on se bat pour après-demain, en fait. Hein. À peu près. Ouais, nous, on se bat pour demain, ouais. Tu veux rajouter? Parce que oui, sur le temps de travail, parce qu'après sur le reste, je pense que tu répondras mieux que moi sur la transition. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas faire ça en fait, en termes de stratégie, parce qu'on est là quand même pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut y arriver avec des résultats. C'est-à-dire que pour l'instant, l'incrédulité est telle, c'est qu'il faut d'abord passer une loi qui permette de le faire. Moi, je serais partisan de dire comme, je sais pas si c'est vraiment, enfin, ATD Quart Monde, le territoire zéro chômeur. Pas à parler. Donc, mais qui est basé un peu sur le même principe, parce que je n'ai pas parlé du financement tout à l'heure, mais la logique globale, et je ne rentre pas du tout dans les détails, c'est de dire, aujourd'hui on dépense de l'argent pour financer l'inactivité, c'est-à-dire les chômeurs, par les allocations qu'ils reçoivent, les structures qu'il y a autour, la formation, etc. Donc de l'argent est dépensé, et on le mobilise vers l'emploi. Et ATD Quart Monde a dit, c'est pareil, donnez-nous l'argent que vous auriez dépensé pour un chômeur. 15 000 euros. 15 000 euros, c'est ça. Pas pour un chômeur, ça ne tient pas compte des indemnités de chômage. Oui. Un chômeur longue durée, hors indemnité de chômage, en France coûte 15 000 euros. Et l'autre jour, le gars d'ATD Quart Monde disait que les Américains ont fait un financement aux États-Unis, ça coûte de fait encore plus cher, quoi. Voilà. Et donc, en fait, logiquement, c'est de passer une loi dont le principe est, si un patron veut passer son entreprise à 4 jours et qu'il embauche au moins 10% des gens, on lui baisse les charges suffisamment pour que ça lui coûte 0. Il y a des patrons qui sont prêts à le faire. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont aujourd'hui pas le droit. C'est des gens qui seraient prêts à embaucher, alors qui sont certes pionniers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas imitables en tout point, mais ils sont pionniers. Et quand on a vu qu'une entreprise a embauché, que ça s'est bien passé et que ça n'a pas coûté plus cher au système, là ça redevient désirable. Donc probablement, comme le débat a été dégradé, il faut repasser par une période juste d'autorisation. Vous avez le droit de le faire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, d'en observer les résultats et de voir ensuite si et comment on généralise. Pour mémoire, quand ça avait été momentanément possible avant les lois Aubry via la loi Robien, donc là c'était à la base sur le volontariat, dans les entreprises qui l'ont fait, la moyenne de création d'emplois était de 13%. C'est-à-dire que les entreprises qui sont passées à ce système de 32 heures par la loi Robien
en moyenne, elles ont créé 13% d'effectifs en plus dans leur entreprise. Donc là, on voit que c'est un levier puissant. Et ça, pour le coup, c'est un combat idéologique qui, je taquinais tout à l'heure sur le côté politique, mais autorisé à faire ça, qui en plus, en gros, est financé par des baisses de charges, il n'y aura pas une opposition violente, ça peut s'obtenir, je pense, si c'est porté politiquement, ça peut s'obtenir assez facilement, parce que on peut le faire de manière temporaire, ça ne touche pas tout le monde, l'observation dira que ça marche ou pas. Donc, et ensuite, on peut gérer. Par contre, si on y va, il faut y aller d'un coup ensuite. Il faut y aller d'un coup. Il faut engager le système d'un coup, mais par contre, il ne faut pas faire l'erreur des 35 heures, c'est-à-dire que tout le monde y passe au même moment, ne serait-ce que parce qu'il faut le temps de former les gens. Si on embauche, il faut que les gens soient là, les secteurs qui sont déjà en tension pour le faire, il faut. Voilà. Donc la loi doit arriver d'un coup, mais en permettant aux gens d'y passer selon des rythmes négociés, lents, et certains y passeront, c'est sûr, 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, certains secteurs. Mais la direction aura été donnée. Et pour passer une loi d'expérimentation, on n'est pas obligé d'avoir la majorité de l'Assemblée nationale. Il suffit d'un certain nombre de députés, je ne sais plus, 60, c'est ça, 60 députés qui font une loi d'expérimentation pour permettre, ce que dit Jean-Marie, que les entreprises qui sont volontaires puissent le faire. Ça, c'est même avec une assemblée à majorité de droite, c'est atteignable et ça permet de réintroduire la question de la RTT un chiffre justement du partage du travail dans le... Patrick Valentin, qui devait être avec nous aujourd'hui, qui n'a pas pu venir, qui nous aurait parlé de cette mesure dont vous parlez. Je pense que d'ailleurs, lui, son expérimentation est passée par ce que tu décris. Oui, sauf que ça a été voté à l'unanimité des 2 chambres. Voilà. Ça, c'est, Et sachez que cette chose assez révolutionnaire aussi, de dire ce que coûte un chômeur 15 000 €, si on l'utilise différemment, peut-être on crée de l'emploi. Là, il m'a dit au moins de vous dire ça, que ça va être fait dès novembre-décembre dans quelques territoires. Ça va être généralisé à 40, peut-être 50 territoires qui se portent volontaires, parce que vous imaginez bien que s'ils ont fait voter ça, c'est qu'ils ont réussi par leur étude à convaincre plein de gens, et qu'en gros, ils nous disaient, au mois de juillet prochain, on aura 6 mois de fonctionnement, et on pourra vraiment en parler à voix haute. Le principe, juste en 2 mots, c'est donc que sur ces territoires qui sont tous volontaires, les chômeurs longue durée n'auront plus les soutiens. Quand ils auront un emploi, n'auront plus les soutiens, effectivement, que voilà. Donc, on va donner 15 000 € à l'organisme qui sera chargé de gérer ça. Et en parallèle, on identifie sur les territoires les services qui ne sont pas rendus, mais qui ne sont pas du secteur marchand. Il ne s'agit pas de créer des fausses concurrences avec l'artisan du coin, etc. C'est aussi identifier les services. Et là-dessus, ils expliquent que quand on commence à regarder, il y a énormément de services qui ne sont pas rendus. Voilà. Donc, et là, le mercredi soir, il disait, mais il y a des centaines de milliers d'euros d'emplois, voire même, je crois qu'il parlait d'1 million, d'emplois, potentiellement qui pourraient être créés par ce système en France. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours et qu'il faut encourager. Juste une chose, ça a été un combat. Pour avoir rencontré les gens d'ATD Quart-Monde, ça a été un combat, d'abord pour persuader les députés et ensuite pour persuader l'administration qui a tout fait pour bloquer le système. Et vous vous rendez compte que c'est passé, et ils ont insisté sur le fait que ça avait été difficile, mais c'est quand même passé d'un combat à une unanimité des 2 chambres. Ouais. Donc ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ils auraient pu passer à force de un 50,01 dans les 2 chambres, vraiment. Non, c'est qu'au bout d'un moment, il faut voir que la résistance lâche. Et sur ce type de débat-là, il y a un moment donné où ça lâche. Et là, on est dans un moment qui est complètement fou. C'est-à-dire qu'à la fois, on pourrait, tellement il y a de chômage, arriver à faire lâcher aussi sur changer la logique, dire non, l'argent il va être dépensé, non pas dans l'inactivité, mais dans la création d'emplois. Et donc au même moment que ça progresse, il y a quasiment tous les candidats de la primaire de l'UMP, sauf NKM, je crois, veulent repasser à 39 heures. Donc c'est ce moment où il y a un combat. Et il a été mené par ATD Quart-Monde. Au début, il l'a dit, ils n'en voulaient pas. Et ils sont passés en 2 ans, ça fait 10 ans qu'ils sont sur le sujet. Bon. Mais dès l'instant où ils ont monté leur système, effectivement, ça fait 2 ans. Je pense qu'on est sur une même résistance potentielle compte tenu du passé sur les 35 heures, sur le partage du temps de travail seul. Et au contraire de ce que tu évoques, je pense que le revenu citoyen avec le partage du temps de travail enlève un des poids qui est les travailleurs pauvres vont gagner moins d'argent et cela, c'est terrible. Et si on a un revenu citoyen pour ces travailleurs pauvres et que ces travailleurs pauvres seraient moins pauvres
en baissant leur temps de travail, là, je pense qu'on a potentiellement enlevé une grosse épine et ça serait plus facile à passer, bien au contraire. La société française est actuellement très très à droite. C'est-à-dire, quand vous écoutez, moi j'ai vu quand on fait les études, non pas seulement mes études Cali, donc qui va plutôt sur ce que pensent les gens, etc. Ce qui emmerde les gens, et dans le vote Front National c'est incroyable, et dans le vote de la droite UMP dur aussi, c'est il y a des gens qui reçoivent des aides, ils ne foutent rien. Voilà. Et donc du coup, il y a la quasi-5 qui disent, alors c'est pour ça qu'on les fait travailler gratos, entre guillemets, avec le RSA. Donc nous, on arrive avec une idée qui veut dire, non seulement ils vont rien faire, mais on va bien les payer. Là, la société française, pour l'instant, elle n'est pas capable d'entendre ça. Et d'ailleurs, presque par jalousie, certains diraient, non mais attends, moi, toute ma vie, j'ai bossé pour avoir ça, il est hors de question, parce que ça va être dit dans ces termes-là, hors de question de financer les racailles. Ça va être dit dans ces termes-là, il ne faut pas se leurrer. Et quand on voit le niveau du débat, ça va pourrir le débat. Mais si on... Pardon, mais si on finance... Pas de micro, pas de bâton de parole, pas de son. Oui. Ouais, j'avais juste une réaction dans le même esprit, parce qu'en fait, le fait qu'il y ait cette expérimentation qui a été Descartes-Monde, malgré le combat, prouve que finalement on arrive à intéresser des opposants, et c'est un peu cette culture on va dire, du compromis plutôt que de l'opposition, et qui finalement peut nous permettre d'avancer plus vite que d'imaginer que la bataille sera pour après-demain, alors qu'on peut déjà le faire aujourd'hui. Et je fais le parallèle avec ce que disait Myriam Martini sur une autre table ronde concernant la finance. Et elle disait, finalement, pour la transition écologique, essayons de trouver des arguments positifs pour les opposants actuels, pour ceux qui mettent leur fric ailleurs, comment on peut faire pour qu'ils le mettent dans des nouveaux objectifs. Moi, je crois beaucoup à ça, comme chemin réaliste, en fait. Voilà. Oui, dans le même esprit, en fait, Jean-Marie, tu ne crois pas qu'il y a quand même des signes qui montrent que les libéraux sont en train de se saisir du revenu de base et de le promouvoir? Ça, c'est sûr, il y a un débat. Donc en fait, est-ce que notre rôle ne va pas être voilà, il y a un mouvement qui s'enclenche, de veiller à ce que certains principes soient préservés dans l'esprit de ce qu'a présenté Patrick Collin-Verdière. Voilà. Plutôt que, à mon avis, il y a un mouvement qui est en train de s'enclencher parce que ça fait des économies, ça simplifie le système de protection sociale et que ça va finir par faire des économies. Enfin, donc c'est ces arguments-là qui sont avancés. Je vous pose encore deux questions. Comme on a commencé en retard, on finit en retard, mais après, qu'on passe quand même à l'apéro citoyen. Juste le revenu citoyen, on n'en parlait pas du tout il y a 6 mois, enfin le revenu de base ou comme vous voulez. On n'en parlait presque pas au début de l'année, on en parle beaucoup maintenant. Il est dans le programme de Benoît Hamon, couplé ou associé plus le partage du temps de travail, je cite sur le partage. Je crois que Cécile Duflot reprend l'idée aussi. Le Front de gauche semble intéressé. Enfin, je veux dire que l'association des deux, ça fait son chemin quand même. Je crois que c'est quelque chose qui est en train d'évoluer dans la culture, dans la mentalité, dans ce qu'on peut appeler peut-être ce qui reste à gauche en France. Merci. Juste pour revenir, faire le lien avec ce qui a été dit, la dame qui vient de prendre la parole. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, nous comptons sur un État fort pour mettre en place ce type entre guillemets, de révolution, parce que finalement, c'est une révolution, c'est une nouvelle approche, une nouvelle façon de voir l'emploi et le travail. Mais cela veut dire que cet État fort arrête d'injecter finalement des fonds dans le capital. Pourquoi je dis cela? Moi, j'ai peur qu'avec une réforme pareille, qui pour moi aussi est nécessaire, révolutionnaire, je fais référence à la manière avec laquelle elle est expliquée par Mona Chollet sur le revenu universel, que les entreprises, le patronat, de son côté, gèlent les salaires. C'est ce qu'on a vu un petit peu dans le passé. On se dit, bon voilà, l'État est là pour pallier aux insuffisances, à la précarité, etc., parce qu'ils ont besoin de consommateurs, et qu'on se dise, après tout, le profit, on continue à le mettre là où on a l'habitude de le faire. Je dis cela aussi pour revenir à la notion importante du collectif, des syndicats, le rôle des syndicats. Aujourd'hui, les syndicats perdent beaucoup de terrain. Si nous perdons cette notion du collectif pour les salariés,
Si nous ne réapprenons pas à nous organiser, à posséder, finalement, nous réapproprier les moyens de production qui sont les nôtres, parce que c'est nous qui créons les richesses. Hein. On dit qu'on coûte cher, mais c'est nous qui créons les richesses. Si on ne revient pas vers ce collectif, si on ne construit pas des organisations solides pour faire face aux rapports de force existants entre patronat, finalement, cette réforme très intéressante, essentielle, révolutionnaire, eh ben, elle peut aussi se retourner contre nous. C'est la question que je me pose. Question ? Une question. Non, c'est finalement, j'ai eu quelque part une réponse à la question que j'avais posée tout à l'heure. C'est-à-dire de dire quels étaient les intérêts des acteurs à une telle réforme. Alors bien sûr, je me dis l'intérêt des salariés, ça me paraît évident. Bon, les consommateurs, ils ont plus de temps pour consommer. Bon, après, à eux de décider ce qu'ils veulent en faire. Après, je me disais, oui, mais l'intérêt des patrons, c'est finalement, ils vont se dire, c'est l'État qui va prendre en charge les minima sociaux et tout. Non, voilà, donc finalement, ça paraît une mesure stratégiquement qui a l'air de tenir la route quand même. Voilà. Je peux profiter d'être pour poser une question. Oui, Je dis bien sûr, mais je profite d'un privilège d'être là. En fait, moi, je suis troublé parce qu'en fait, Guy a présenté le passage à 4 jours en disant on a des sous pour financer, il n'y a aucun souci. Et en fait, Patrick, quand tu présentes ça, tu présentes le couplage avec le revenu de base. Sous-entendu, il y a quand même besoin de trouver des sous. C'est ça qui est troublant en termes de financement. Je ne sais pas si je suis clair. Si, mais l'ampleur n'est pas la même. Dans l'article que j'ai publié dans la revue L'économie politique au mois de juin, Sandra Moati avait fait un chiffrage. Et elle disait, baisser de 10% la réduction du temps de travail, il faut trouver 70 milliards. Voilà, on n'est pas sur les mêmes échelles. Hein. D'accord. Donc, D'accord. Et ça, c'est du brut, c'est pas du net. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a recréé les emplois, on sait que le coût final, finalement, va être bien plus bas. Qu'on va économiser sur les dépenses sociales, sur plein de choses. Hein. Tu veux dire d'un mot et après on clôt vraiment parce qu'il faut qu'on Oui, enfin, je voulais revenir sur le contrôle des entreprises pour éviter que ça parte en vrille. Et ça, quelque part, c'est le rôle du SMIC. Hein, et je ne l'ai pas dit, mais il n'est bien sûr pas question de supprimer le SMIC pour garantir une sécurité par rapport à ça. Et pour finir, je ne l'ai pas dit non plus, mais là, on a fait tous les calculs à coût du travail. On n'a pas parlé du coût du travail, mais on l'a intégré dans la réflexion, parce que je cherche des arguments pour les patrons. Il faut chercher des arguments pour les patrons. Donc, simplification administrative, avoir peut-être un peu plus de salariés à gérer, mais sans doute des salariés qui seront mieux dans leur peau, etc. Ça compte aussi. Et bien sûr, le coût du travail qui est central. Et donc, on peut très très bien, avec une fois qu'on a les deux leviers, c'est-à-dire on a le revenu citoyen plus le revenu avec la règle des cotisations sociales, c'est des ajustements qu'on fait, quoi. C'est des ajustements qu'on fait, et on peut mettre le curseur un peu où on veut au coût du travail. Donc nous, on a fait tous les calculs sur la base du coût, du plus faible coût du travail aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui est dans les entreprises privées qui bénéficie de la réduction Fillon. D'accord ? Donc on a aligné tout le monde là-dessus et on a fait tous nos calculs sur ça. Voilà, c'est aussi un argument, mais on pourrait très bien imaginer de baisser un peu plus le coût du travail. Mais il faut être très clair, l'intérêt libéral pour le revenu universel, alors pas forcément dans ce schéma de couplage-là, en général, c'est hyper simple. Aujourd'hui, vous êtes au SMIC, vous gagnez 1147 € par mois. Dans un système où c'est par exemple 600, il y a plusieurs systèmes, le montant. Tout d'un coup, vous gagnez 1100, vous passez à 1700, vous gagnez 1750 € net. Quand vous voyez le lobby, la force de lobby qui est capable de faire le monde de l'entreprise, que ce soit sur la chimie, sur la finance, ils vont dire, attendez, on a un super avantage pour la France maintenant, on va payer 5 € de l'heure. Et vous y gagnerez quand même. C'est ça en fait, c'est que les arguments qui passent sous la table en ce moment, ils sont de cette nature-là. Ils disent, on va pouvoir rendre la France hyper compétitive parce que l'État, en gros, va nous subventionner la hausse des salaires et nous, on va pouvoir baisser les nôtres. Donc c'est super attention parce qu'une fois qu'il est instauré, on va pas l'instaurer l'année, l'enlever, le réinstaurer. C'est une réforme qui est lourde, en fait. Et ça, c'est pas grave qu'il y ait des réformes lourdes. Mais il faut bien vérifier à ce moment-là l'état de force par rapport au lobby. Parce que très rapidement, ça peut être, cool, on ne peut payer les gens que 5 € par jour parce que l'État paye le reste. Et l'État n'est pas forcément là pour sponsoriser les profits d'entreprise. Donc, ils vont être de plus en plus d'accord avec le revenu de base. Les libéraux, mais vraiment, c'est clair et net. Donc, à nous aussi d'y opposer un système
verrouillé. C'est-à-dire verrouillé de chez verrouillé, parce qu'ils vont y aller au pied de biche pour faire sauter le système. Ils ont tout intérêt. Et tant qu'il y a 6 millions de chômeurs, ils ont le rapport de force. Alors, si vous voulez, moi je suis quand même, on va quand même clore ces tables rondes. Merci, parce que ce qu'on essaie de faire à chaque fois, c'est de donner la parole au public à la fin. Finalement, on s'est rendu compte que vos questions n'étaient pas vraiment des questions, celles de la fin. Ça veut bien dire qu'il y avait quelque chose qui s'est accumulé tout au long de cet après-midi et qui a fait que vous nous avez plutôt fait partager des réflexions qui venaient compléter et qui venaient nous raconter comment vous avez reçu ce qui s'est dit aujourd'hui. Donc voilà, je trouve ça déjà pas mal. Et surtout, la caméra va s'arrêter maintenant. Par contre, nous, on peut continuer à échanger, parce que là, il y a encore des choses, on sent qu'on a envie d'en parler peut-être. Vous savez qu'on a un apéro citoyen ici, donc je vous engage à rester avec nous encore un petit moment, même qu'une demi-heure, c'est déjà pas mal. On va faire revenir le libraire avec nous. Comme ça, vous pouvez voir tous les livres de Dominique Méda en particulier, de tous ceux qui n'ont pas pu venir, de Patrick Valentin à TD Carmonde. Il y a des bouquins, donc on va les ramener dans la salle, ce qui fait qu'on peut échanger ensemble et que vous puissiez feuilleter ces livres-là éventuellement. Et les livres aussi du collectif Roosevelt. Non, mais c'est pas... Les livres, achetez-les chez les libraires, pas sur Internet.